Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Jean Gagné en compagnie de Marie Toutan. On va parler ensemble d'une formation en santé mentale pour les proches aidants. Alors, ça va être très intéressant de les entendre sur le sujet. À l'Espresso et l'Espresso allongé, il sera question de l'égoïsme, c'est bon, mangez-en. En début de deuxième demi, Jean-Nicolas Ouellette et Julie Rivard de la ressource Camé viennent nous rendre visite et nous expliquent que cette ressource qui existe depuis plus de 25 ans, vont nous parler de la ressource et qu'est-ce qu'elle fait, des activités bien intéressantes justement dans la région de Montréal-Nord. Tout ça à l'émission Folie douce dans la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec Isabeau et les chercheurs d'art. La chanson s'intitule « Je ne peux plus te chasser de mon cœur ». Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. C'est avec plaisir qu'on accueille notre invité Jean Gagné et Marie Toutan qui est là. Donc, on va faire une entrevue comme à trois. En fait, nous deux, on va poser des questions à Jean Gagné. Jean Gagné, un vieux routier, dans le bon sens du monde de la santé mentale. On t'a même accueilli il y a très longtemps dans notre émission, alors que tu étais, je crois, à la Maison Saint-Jacques. Ça remonte quand même à plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. Donc, ça fait plusieurs années que tu es impliqué à différents niveaux, au niveau de la santé mentale. Aujourd'hui, on va parler particulièrement d'une formation. Marie, en fait, nous a amené, t'a invité à notre émission. C'est fort intéressant, parce qu'avec le bagage que tu as, je pense qu'on va en apprendre un peu plus. Il y a une formation qui existe que toi, tu as pris aussi connaissance, Marie. Oui, effectivement. J'étais très heureuse que cette formation-là prenne vie, si
tu veux, dans le cadre du diplôme d'études supérieures en santé mentale à la TELUC. Et c'est nul autre que Jean Gagné qui offre ce cours-là, donc qui sera très utile justement pour soutenir les proches aidants. Et comment ça s'appelle? Donc, c'est un niveau au-dessus du baccalauréat? Oui, ça fait partie du diplôme d'études en santé mentale de la TELUC. Donc, c'est un cours qui est offert à distance. OK. Celui-là porte sur les proches aidants. Et ça fait 1 année et demie qui est offert comme cours là, aux étudiants. Ça s'adresse à qui? Parce qu'on parle de plus en plus des proches aidants. Tu sais, on pense que c'est vital pour la santé mentale des gens. Puis, écoute, il y a un besoin énorme à ce niveau-là. Le cours s'adresse justement, le diplôme d'études supérieures en santé mentale s'adresse à des étudiants qui ont terminé leur bac et qui s'intéressent à la santé mentale. C'est pour beaucoup déjà des intervenants en milieu communautaire ou en première ligne, en CLSC ou ailleurs, des gens qui veulent un peu se spécialiser pour intervenir en santé mentale. Et c'est ce pourquoi j'ai imaginé qu'un cours sur les proches aidants pourrait être aidant, passez-moi le terme, pour ces personnes-là, c'est-à-dire de découvrir que les proches aidants, d'abord, qui donnent une contribution qui est assez importante, qui est énorme à la santé des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, justement. Et c'est avec une approche qui est de considérer que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui sont elles-mêmes malades. C'est pas des personnes à traiter. Leur difficulté, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'ils peuvent établir un projet de vie qui a du bon sens avec des personnes, parfois qui sont dépendantes, qui vivent avec eux, parfois qui sont simplement des parents avec qui ils ont des rapports fréquents. Alors, comment est-ce qu'on peut composer? Parce qu'on sait que ça apporte des difficultés. On dit généralement de 2 ordres. D'un ordre qui est, qu'on pourrait dire, qui est pratique, concret. S'occuper de quelqu'un d'autre, parfois prêter des sous, parfois héberger, compenser pour certains besoins, ça peut poser des problèmes de sous, des problèmes de disponibilité, ça peut contrevenir à sa carrière personnelle. Donc, je pourrais dire, c'est dans le domaine des problèmes objectifs à résoudre. Et d'autre part, il y a un autre aspect qui est plus personnel ou affectif. C'est qu'effectivement, c'est la souffrance de voir quelqu'un qui est en difficulté, qu'on aime et qu'on veut aider et qui parfois on a de la difficulté à le faire. C'est aussi ce qu'on appelle la stigmatisation la stigmatisation par sympathie, c'est-à-dire que souvent, parce que toi, tu as un proche qui a des problèmes de santé mentale, un peu suivant le mot d'ordre qui se ressemble, s'assemble. On te transmet le stigmate. Ou si tu as des enfants qui ont des difficultés, si tu as un parent qui a des difficultés, c'est parce que toi, en quelque part, tu dois en avoir, tu dois avoir fait quelque chose de pas bien. Alors, les gens transportent un peu aussi cette honte-là. Donc, c'est un peu pour mieux comprendre ce phénomène-là et savoir intervenir que le cours a été mis sur pied. Est-ce que tu abordes dans ce cours-là une facette qu'on peut nommer sociopolitique là, par rapport aux proches? Parce que, comme on sait, souvent, on transmet sur les épaules des proches une intervention qui pourrait être faite autrement que par eux autres. Oui. Tu comprends ce que je veux dire, mais effectivement, je pense? Ça, c'est aussi un aspect qui est important à transmettre parce qu'effectivement, il y a une contribution importante des parents, je le disais, ou des proches, pour élargir un peu. Mais ça mérite aussi un soutien collectif. Et puis ça, il n'est pas toujours accordé. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit « Ah, ils sont bien aidants, les proches et les parents. » Et là, on renvoie les personnes à la maison, chez leurs proches, souvent, sans préparation, sans s'informer. Est-ce que les gens ont les moyens de recevoir cette personne-là? Si les gens ne sont pas avertis, ils ne sont pas préparés non plus à le faire. Et puis, quel soutien on va leur accorder? Parce que c'est bien beau, mais la personne, je sais pas, prend des médicaments, a des rendez-vous à prendre, veut se réinstaller au travail, donc a des démarches à faire. Est-ce qu'il va y avoir un soutien ou est-ce qu'on va demander à l'approche, qui est souvent sa mère, qui est souvent son épouse, de devenir un travailleur social, agent de placement, etc. C'est malheureusement ce qui se passe souvent. Est-ce qu'il manque de ressources en société pour des formateurs, pour les proches aidants? Parce qu'on parle beaucoup de pères aidants, des gens qui ont déjà vécu des problèmes de santé mentale. Puis je pense qu'il y a certains services qui sont organisés, on encadre assez bien les pères aidants, mais les proches aidants, ce genre de formation-là, j'imagine que ça va venir apporter peut-être une nouvelle génération de façon d'aider les personnes.
Ben, j'imagine parce que avant de monter le cours, on a un peu vérifié ce qui se ferait, puis on a découvert qu'il y avait une certaine rareté. C'est-à-dire que c'est abordé, la question des proches aidants, mais de façon spéciale en santé mentale, et un peu comme tu le soulignais, Marie, aussi, dans ces dimensions aussi qui sont psychosociales et politiques, je dirais. Parce que ça rejoint les gens. C'est comprendre où est-ce que je suis là-dedans. Là. C'est pas le mauvais sort qui m'a touché, là. Il y a une organisation de service qui en quelque sorte, la désinstitutionnalisation, je dirais, c'est une bonne chose. Jamais vous allez me faire dire le contraire. Mais, cependant, le malheur, c'est qu'elle n'a pas été accompagnée d'un support dans la communauté, de ressources conséquentes. Pas assez fort, en tout cas. Pas assez présent. De telle façon que les gens ont un peu l'impression qu'ils se sont fait abandonner, carrément. Je pense qu'un cours, une formation comme ça, n'en parler à la radio, ça permet de dire, ben là, on ne manque une coche. Là. Si on veut vraiment avoir des services qui ont un caractère humain et puis qui fonctionnent, ben il faut investir. Là, puis comme tu dis, c'est que comme la désinstitution... la désince a fait en sorte que les personnes sont souvent retournées dans leur famille et ce sont aussi les familles qui ont été délaissées par collectivement. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce cours-là, ça va permettre aux gens de conscientiser davantage cet élément-là qui est que les proches aidants ne sont pas des intervenants et n'ont pas choisi d'être des intervenants. Donc, ils peuvent être des citoyens à part entière comme les autres. Donc, c'est ça que moi, je pense que ce cours-là va apporter un soulagement dans ce sens-là. Ben, en fait, je l'espère parce que c'est, comme je l'ai indiqué, il s'adresse beaucoup à des gens qui sont déjà intervenants. Donc, les sensibiliser à cette réalité-là, parce que souvent, on dit, on accepte que cette contribution est importante. On comprend aussi, on sait par la recherche que les personnes qui sont aidées par des proches ont souvent des taux de récidive, on appelle ça comme ça, qui sont moindres, que leur santé va mieux, puis tout ça. Donc, il y a un apport certain. Sauf que, trop souvent, on considère que la job des proches, c'est d'assurer le suivi du traitement qui a été prescrit par les médecins. Il ne s'agit pas de s'y opposer, mais il s'agit aussi de reconnaître que les personnes ont un autre apport. Ce sont avant tout des amis, des blondes, des proches, des voisins, des co-religionnaires. Des enfants. Oui, des enfants. Il ne faut pas les oublier. Si on aborde ça aussi, ça c'est intéressant aussi de voir l'impact que ça peut avoir sur la fratrie. Quand il y en a un dans la famille qui a des problèmes de santé mentale, ben là, souvent, on s'en occupe un peu plus. Les autres deviennent un peu jaloux. Ils ont aussi, des fois, l'impression que eux, quand ils ont un peu des difficultés, ben, vaudrait peut-être pas mieux en parler. Des fois, ils se font harceler à l'école ou stigmatiser à l'école. Donc, ça aussi, c'est important. On l'aborde dans le cours, de prendre garde aux enfants. Il y a des services qui existent, des services communautaires aussi. Je pense à Laval, entre autres, à l'Alpabem, où il y a des groupes pour les jeunes enfants. Ça commence. Et c'est fort intéressant. Dirais-tu, Jean, qu'avec toutes ces années que tu as passées en santé mentale, qu'on devient de plus en plus raffiné dans le bon sens, dans le sens qu'on a une certaine maturité au niveau de la compréhension de la santé mentale, ce qu'on n'avait peut-être pas il y a 20, 25 ans. Tu sais, la société a comme fait un bout de chemin, puis on se rend compte que le plus gros réseau à proximité des gens qui ont des problèmes, c'est leurs proches, puis on s'en est presque pas jamais soucié. Donc, dirais-tu qu'on a quand même une certaine maturité, on a atteint une certaine maturité en tant que société là, au niveau de la santé mentale? Ben, il me semble qu'au niveau des connaissances, on accepte cet apport-là, on le comprend. Mais je pense qu'il y a une progression à faire au niveau politique, au niveau de la reconnaissance, parce que c'est là qui est un peu lost. Hein? C'est pas les parents là, c'est pas des personnes qui font beaucoup de bruit, qui sortent dans la rue, etc. Et trop peu dans le fond. On est trop occupés. Ben oui, voilà, oui, c'est sans doute une des raisons. Mais tant et si bien que ça passe un peu sous silence, et puis avec des effets aussi, ça je l'ai pas dit tantôt, mais on l'aborde dans le cours aussi pour sensibiliser les intervenants. Les personnes qui s'occupent d'un proche
en santé mentale, mais dans d'autres difficultés, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes de santé. Aussi. De santé personnelle, de consommation de médicaments, de consommation Dépression, de drogue, burn-out. de dépression, de burn-out. Effectivement, ce sont l'équivalent de burn-out. C'est de la surcharge. Mais les savants, on appelle ça un trouble vicariant. Hein. C'est la fatigue d'être aidant. Voilà. Alors ça... C'est quelque chose qui cause un méchant préjudice là, à l'entour. Là. C'est pas juste les personnes qui ont des C'est ça. problèmes. Il y a plein de gens qui sont touchés. Alors, on peut vendre, je dirais, des projets d'aide aux parents à nos employeurs dans les CLSC, dans les CLSC et ailleurs, en leur disant, ben là, on est en train d'éviter aussi qu'il y ait finalement des retombées difficiles. Puis en même temps, on sait, bon, ça améliore le sort des personnes elles-mêmes. Ouais. Et bon, mais si ça se fait dans de bonnes conditions, tout le monde est heureux. Comment ça s'appelle, la formation? Les gens qui nous écoutent, qui voudraient... D'abord, il faut avoir évidemment un intérêt pour la question, mais c'est quelqu'un qui, surtout comme tu mentionnais, les intervenants, comment ils procèdent? Ils recherchent quoi? Ben, ils là? peuvent s'inscrire carrément à la TELUC. Donc, Ouais. on va en ligne. Vous tapez TELUC sur Google ou sur votre furteur favori. Ouais. Vous allez tomber dessus immédiatement. Et puis là, il y a l'offre de cours qui est accessible. En ce qui concerne celui-ci, ça s'appelle Proche aidant et intervention en santé mentale. Et ça se trouve au sein du diplôme d'études supérieures en santé mentale. Alors, c'est assez simple. Alors là, on s'inscrit, puis on suit le... Est-ce qu'il est tout à distance ou il y a certains cours qui se font à l'UQAM? Non, dans le DESS, les cours sont tous à distance. Moi, je suis responsable d'un programme qui s'appelle Sens et projets de vie, dont les cours se donnent en partie en présence. Okay. Ça, c'est un cours qui, comme son nom l'indique, c'est Sens et projets de vie. Donc, c'est un peu pour des gens qui sont en transition de vie. Alors, c'est un cours qui permet de refonder son propre projet. Alors, il y a l'histoire de sa propre vie, et puis ensuite, on fait une démarche en se disant, qu'est-ce qui pourrait poursuivre le sens de ma vie? Ouais. Corriger peut-être des trucs que j'aurais aimé corriger. Ouais. Finalement, c'est de prendre en main son projet au lieu de se le faire imposer, comme ça nous arrive souvent par la vie. Voilà. C'est fort intéressant. Alors, il est lié au DESS. Ouais. Il reste quelques secondes seulement. Je voudrais qu'on mentionne le livre que tu as pu lire de façon passionnante. Absolument. C'est un je me suis délectée d'un livre auquel Jean a participé, qui s'intitule Au-delà du préjugé, trajectoire de vie, pauvreté et santé. C'est publié aux presses de l'Université du Québec. Et c'est quand même, je vais te laisser en parler davantage, en fait, Jean. on va terminer là-dessus. C'était vraiment pour le mentionner. Parce que le cadre du livre est assez unique. Là, en quelques secondes, le contenu et le cadre. Ça vient d'une vingtaine d'entrevues avec des personnes qui étaient soit en situation d'itinérance ou soit à risque de le devenir, parce qu'ils étaient tous, ce qu'ils avaient en commun, c'était tous d'être bénéficiaires de l'aide sociale. Okay. Alors, on a interrogé ces personnes-là du point de vue des compétences, du point de vue de leur réseau social, et puis, curieusement, ce qui en est sorti, c'est peut-être parce que ça m'intéressait beaucoup, mais on s'est aperçu que la catégorie problèmes de santé mentale était assez fréquente. Ceci qui est intéressant peut-être de voir, c'est qu'il n'y a pas un lien entre les personnes itinérantes et la santé mentale automatique. C'est dans les deux groupes. C'était à peu près également distribué. On se rend compte que finalement, c'est des incidents particuliers des uns et des autres. Et je pourrais dire que pour ma partie, moi, ce qui m'a frappé, c'est que le régime d'aide sociale au Québec fait exactement le contraire des préceptes du rétablissement. Donc, une autre question, éventuellement. Merci beaucoup, Jean. C'était fort intéressant d'en entendre parler. C'est une belle nouvelle, je pense, d'avoir une formation qui, je pense que moi, en tout cas, ça me fait voir un signe de maturité. Alors, c'est intéressant, comme société, qu'on puisse progresser, oui, justement. Absolument. Je crois que les proches voient ce cours-là avec bonheur. Oui. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Marie Toutan, aussi, d'avoir été des nôtres. Bien, au revoir. Merci. À une prochaine. À la prochaine. Au revoir. Des temps gris, sous un ciel ni jour ni nuit, nous avancions sans rien demander. Pas d'ennui, mais pas d'histoire. Pas de peur, mais pas d'espoir. Quand par hasard nous nous sommes rencontrés. Habitude, et rapport comme il se doit. Solitude consensuelle, petit bonheur, mais pas plus que ça. Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne.
Mais l'amour c'est comme pas de plan et pas d'astuce, pas de jeu de roulette russe, pas de grand désir de tout changer. Passage mais pas si fêlé, prise au passage obligé. au fond on ne pouvait pas s'éviter. Et si les anges sont bien réels, est-ce qu'ils nous jouent au dé? Est-ce qu'ils rient de nous sous leurs ailes quand on croit tout contrôler? Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. C'est l'amour, c'est comme Et nous voilà sur le trottoir, tous les deux dépassés. sans rendez-vous mais sans retard et sans même s'être cherché. Puis voilà le réveil qui sonne et le soleil qui se donne. Another day has begun. Comme un soleil qui se donne. C'est l'amour, c'est comme Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu nous proposes l'égoïsme, c'est bon, mangez-en. Oui, ça va donner suite au bloc que j'avais fait récemment qui parlait de l'égoïsme. Oui. Le bienfait d'une émotion qu'on dit pas positive. Exactement, parce que l'égoïsme, c'est quelque chose de laid. Mais certaines personnes se demandent si, au fond, ça ne serait pas une bonne chose d'en avoir une certaine quantité. Ah, c'est intéressant. J'ai Oui, hâte d'entendre alors, ça. oui, mais cette semaine, je vais vous lire, en fait, c'est un blog. C'est une femme qui utilise le nom de Pestouille sur son blog. Et elle se décrit elle-même comme une vraie chieuse et râleuse professionnelle. Et Ça c'est doit assez- être une Française. Oui, elle est française. Elle est mère de 2 enfants et un de ses 2 garçons a un problème semblable, un problème dysfonctionnel qu'elle appelle simplement 10, D-Y-S. Un problème qu'on pourrait relier de dyslexie. Oui, Ah, ok. dyslexie, ok. De dyslexie. Alors, elle a intitulé son article « L'égoïsme, c'est bon, mangez-en ». Elle nous dit « Être une mère indigne et une dictateuse, ce n'est pas donné à tout le monde. Être chiante, pas forcément disponible et ne pas comprendre la notion d'abnégation, ça fait partie de mes qualités. Pendant longtemps, j'ai cru que l'égoïsme était une malédiction, la pire calamité de l'univers, jusqu'au jour où j'ai découvert que le soleil n'explosait pas si je pensais un peu à moi. Il m'a fallu du temps et encore parfois je m'égare au milieu des obligations que je me fabrique. Alors forcément, je ne cadre pas toujours dans le joli paysage. Non, je n'ai pas trouvé que mes grossesses étaient les plus formidables périodes de ma vie. Sincèrement, prendre 15 kilos, ressembler à une baleine et découvrir que j'avais des ligaments farceurs à des endroits insoupçonnés, j'ai trouvé ça long et pénible. Non, je ne trouve pas qu'avoir des enfants soit ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Désolé, je ne suis pas toujours devenue Caroline Ingalls. Ça, c'était dans la petite maison dans la prairie.
Non, le humain, qu'elle écrit avec un Z, le humain, sous prétexte d'être le père de mes enfants, n'est pas forcément l'unique, comme le disent mes copines Cendrillon, Blanche-Neige et Pocahontas. J'ai aimé avant lui, et qui sait où et avec qui je serai dans 15 ans. Et définitivement, non, mes enfants ne sont pas formidables. Et mon grand n'est pas un enfant exceptionnel sous prétexte d'être 10 Ferrand, qu'elle appelle. Qu'il soit courageux, enfin, pas cette année, on est d'accord, OK, mais la 10 ne fait pas de lui un être spécial qu'il faudrait vénérer et entourer des plus douces intentions. Quand il fait sa tête de schmurtz, c'est juste un ado chiant, comme les autres. Ce sont juste mes enfants, des petits êtres humains imparfaits, râleurs, bavards, épuisants même parfois. Et être leur mère ne m'a pas équipé de lunettes spéciales qui les rendraient incroyablement parfaits à mes yeux. Et même, je crois que si je les aime autant, c'est parce qu'ils sont blindés d'incohérences, de défauts et de qualités parfois complémentaires, parce qu'ils peuvent être odieux, ce qui me permet de savourer les moments où ils sont adorables. Alors, on me qualifie de blasé ou même de pessimiste. Je suis juste réaliste. Je ne vis pas dans le monde merveilleux de oui-oui. La vie n'est pas un conte de fées. Le prince charmant est bien souvent un crapaud déguisé. Les lutins n'ont pas de petits sacs contenant de la poudre de bonheur, et je ne suis pas une princesse. J'en ai ras-le-bol de cette dictature du bonheur. Il faudrait à tout prix coller à l'image de la famille heureuse, comme dans les séries américaines où on arrive en famille à surmonter les pires vacheries que la vie est capable d'inventer, où la maladie n'est présentée qu'en termes de courage, d'auto-amélioration, où on nous dit que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mon œil, ouais, dit-elle. Tout ce qui ne te tue pas, bien souvent, t'affaiblit. Je ne parle même pas des gens qui disent que la différence ou le handicap d'un enfant permet aux parents de grandir, de s'ouvrir au monde, de se dépasser. Les parents ne deviennent pas des mini Dalai Lama. Là encore, mon œil, ouais. Ma grand-mère disait que son fils trisomique était un cadeau, seulement parce qu'elle était très, très, très croyante. Au quotidien, il a puisé jusqu'à la moindre goutte de son énergie. Elle l'a porté toute sa vie, s'inquiétant même de ce qu'il deviendrait après. Elle a dû anticiper sur les années qu'il vivrait sans elle. Et si elle a si bien anticipé, c'est justement parce que son cadeau, elle ne voulait pas me le confier, parce qu'il aurait été trop lourd à porter. Quelques décennies plus tôt, c'est parce qu'elle ne voulait pas transmettre ce poids à mon père qu'elle s'était forcée de rendre mon oncle le plus autonome possible. Je dis souvent que mon fils n'est que 10 et je m'estime heureuse parce que, au final, la 10, comme elle le dit, ne l'empêchera pas de faire sa vie. On va poursuivre, Pierre, sur le thème, en fait, l'égoïsme. C'est bon, mangez-en à l'émission un peu plus tard dans le prochain bloc Espresso. Donc, demeurez des nôtres à l'antenne. À venir dans l'émission Folie douce, nos invités Jean-Nicolas Ouellette et Julie Rivard viennent nous présenter la ressource Camé. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur notre sujet « L'égoïsme, c'est bon, mangez-en ». Vous entendrez de plus en chanson 1000 querelles de Élie et Papillon et 18 ans de Thierry Audiamont. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois mes invités de la ressource Camé, Jean-Nicolas Ouellette. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce et Julie Rivard. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission. Jean-Nicolas, c'est drôle parce que ça fait à peu près 10 ans qu'on t'a reçu ici pour parler de Camé. La ressource qui existe déjà depuis plus de 25 ans, une ressource à Montréal-Nord, c'est ce qu'on veut. En fait, on veut vous parler, je veux vous poser des questions sur la ressource. Puis Julie, bien, évidemment, tu t'impliques aussi au niveau de la ressource. Donc, Camé, 10 ans plus tard, en 2003, ça ne nous rajeunit pas. Il y avait des enjeux, des choses comme ça. Mais Camé, aujourd'hui, comment on pourrait décrire cette ressource, justement, de Montréal-Nord? Camé, c'est toujours, comme l'acronyme le dit, le centre d'activité pour le maintien d'équilibre émotionnel. Oui, mais c'est aussi plus que jamais un lieu, un groupe d'entraide en santé mentale et un lieu où les gens peuvent reprendre du pouvoir sur leur vie, d'une part. D'autre part, on a de moins en moins cet aspect centre de jour, même si c'est important que les gens aient un endroit pour venir se déposer quand ça va pas bien, ouais, etc. Mais l'important, c'est les gens ont un endroit où ils viennent pour prendre leur vie en main, prendre du pouvoir sur leur vie et essayer de plus en plus d'avoir une vie active, riche de sens. Ouais. OK? Donc, on avait une grande partie de nos activités qui étaient du loisir, qui allaient vers l'appropriation du pouvoir autant que possible. On essaie d'amener ça encore plus loin. Donc ça c'est jusqu'à un certain point, même centre de jour, il me semble que, Julie, tu m'avais déjà dit que centre de jour, c'est quand même, c'est devenu presque péjoratif, dans le sens que c'est presque comparable à, des fois, c'est pas une garderie, mais je veux dire, c'est souvent une place pour aller juste passer du temps, tout ça, alors que là, dans votre ressource, peut-être, il y a un aspect plus de dire, développons là, les talents, mettons un peu plus d'efforts, hein, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. À Camé, chaque personne a sa place et on va plutôt vers les forces des personnes. Donc, ils trouvent leur compte dans chaque activité qu'ils veulent suivre. Oui. Et c'est une ressource assez unique, je crois, qui a été fondée seulement par des usagers, en fait, des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas des gens nécessairement dits normaux, là. C'est plutôt des gens, ils sont normaux, mais juste des gens qui ont eu des problématiques, qui ont eu une médication, qui ont eu un suivi médical. Ils se sont rétablis, mais ils ont fondé la ressource. C'est assez unique, ça. C'est assez unique. Dans la région montréalaise, même le Grand Montréal, c'est assez unique. On le voit pour d'autres problématiques, souvent d'addiction. Les gens vont fonder ensemble leur groupe de soutien. En santé mentale, c'était très unique. À l'époque, ça l'est encore, mais à l'époque, quand ça a été démarré, on était à la fin des années 80, mais un peu avant la politique de santé mentale de 89, c'était même révolutionnaire, mal vu, difficile. Ouais. Il y a eu des chicanes épiques entre des gens et des choses qu'on verrait plus aujourd'hui pour des raisons éthiques, là, mais qu'on voyait à l'époque de se dire, on ne peut confier un budget à cette personne-là. Elle est maniaco-dépressive. Elle va tout flamber. Hein. On ne peut confier ça à quelqu'un qui est schizophrène. Il sait peut-être même pas qui qu'on est autour de la table, des choses comme ça. Ouais. Des horreurs, là. Des gros préjugés, puis c'est ça. Ah, des préjugés plus gros que l'autobus. Plus gros que ce que la majorité des gens ont. Hein. Tu vois, ces gens-là ont essayé différentes choses. Ils nous ont décrié à l'époque. Il n'y a pas grand-chose qu'ils nous ont pas lancé. Il inclut l'évier du lavabo. Et eux sont plus là. Et nous, 26 ans plus tard, on est toujours là. On est très, très là. Camé est plus connu au Brésil probablement qu'au Québec. OK. On a des liens avec des gens de la France. Comme je te dis, on a dépassé nos frontières. Par votre approche, ça a créé des liens avec l'international, c'est ça, la façon de faire? Notre approche en tant que telle, puis Julie pourra vous parler des activités que l'on a maintenant, mais par le fait aussi qu'on est associé au monde de la recherche. Alors, il y a 25 ans, nous étions les sujets de la recherche, les objets, de la recherche. Ouais. Aujourd'hui, on a une position de sujet et on essaie d'influencer quelle sera cette recherche-là. Okay. Moi, je suis co-directeur, je suis directeur communautaire de l'Alliance de recherche Université-Communauté internationale en santé mentale et citoyenneté, un des changements dont on devrait parler à un moment donné, entre le Canada et le Brésil. Alors, la directrice scientifique est Lourdes Rodriguez del Barrio, qui enseigne à l'Université de Montréal. Le directeur communautaire, c'est le directeur de Camé, moi. Donc, quand je te disais qu'on est allé plus loin, là, c'est ça. C'est participer à la recherche, l'influencer. Qu'on arrête de parler de nous, qu'on arrête de parler pour nous et qu'on nous écoute. On va parler nous. Ouais.
Nous, on peut. Et comment ça se présente justement dans les activités, Julie? Tu es très impliquée. Tu t'es impliquée, tu es devenu membre de CAMI il y a longtemps aussi, mais tu as pris un rôle peut-être un peu plus important. Tu es un peu une personne d'expérience dans la ressource, je pense. Oui, j'anime des ateliers de cheminement personnel selon les besoins des membres. Comme présentement, c'est un atelier sur leur établissement, sur leurs forces. On se donne des trucs pour cheminer vers l'avant et oublier un peu le passé, avoir des buts dans la vie. C'est ça, en gros. Oui. Et je pense que vous avez des ateliers aussi qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Là, qu'il y a des choses, des aspects qui sont intéressants. Je ne sais pas, dans les autres activités, il y a quoi? Il y a apprivoiser les voix. Oui, ça, c'est vrai. Ça, tu nous en avais parlé à un certain moment. Là, mais ça, c'est quoi? Il s'agit de quoi à ce moment-là? Apprivoiser les voix, c'est quoi comme activité? C'est Jean-Claude qui est mieux. Apprivoiser les voix, ça nous vient de l'Europe. Oui. Là-bas, il y en a partout. Okay? Il y en a plus de 180 là-bas des groupes qui existent là-dessus. Ce sont des gens qui, avec ou sans médication, et qui sont aux prises avec le phénomène des voix, plutôt que... Alors, ils ne quittent pas leur médication, ne quittent pas le traitement, quoi que ce soit, mais s'assoient ensemble pour en parler. Ouais. Faire en sorte ne pas nier les voix, ne pas nier l'expérience, mais la regarder de face avec des gens qui vivent quelque chose de somme toute similaire. Et le groupe a comme consigne, on accepte l'explication, l'univers de sens que chacun donne à sa voix qu'il entend. OK. Et ça permet aux gens de diminuer la souffrance parce que ça enlève le côté aliénant qui fait que on ne veut pas écouter quelqu'un qui entend des choses. Et ça pourrait être d'autres perceptions sensorielles qui sont très subjectives que les gens autour n'entendent pas, ne perçoivent pas, eux. Donc ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Il y a 3 groupes au Québec. Le Pavois, dans la ville de Québec, qui a démarré ça en 2007. Un groupe à Trois-Rivières et nous, à Montréal-Nord, on est le 3e au Québec. Okay. Ils commencent à essayer d'avoir des groupes aussi qui se développent ailleurs. Mais nous, ça fait déjà 1 an et demi que ça existe et ça va très bien. On est impliqué dans un programme de recherche là, sur ce que les gens ont pu cheminer, simplement en ayant un espace sécuritaire où est respectueux surtout, où ils peuvent parler de leur expérience, puis le sens qu'ils y donnent. À Camé, nous avons des gens d'origine italienne, francophone, créole, entre autres. Et les voix parlent aux gens dans cette langue-là. Ouais. Donc, mais il n'y a rien d'étrange quand les gens s'en parlent. Pour certains, c'est quelqu'un à l'extérieur. Pour d'autres, c'est leur conscience. D'autres, ça peut être des extraterrestres. C'est pas ça qui est important. C'est qu'on puisse accueillir ce qu'ils vivent et ne pas les aliéner par la réaction que l'on aurait. Là. Et on va pouvoir mesurer avec la recherche, savoir justement les bienfaits que ça peut avoir justement à long terme, là, de pouvoir en discuter, de partager. Nous, en 18 mois, on voit déjà comment les gens sont plus paisibles, en paix. Okay? Parce qu'on leur apprend aussi un éventail d'au moins 25 stratégies de coping, comment faire face à, pour que les gens puissent ne pas être victimes de leur voix, mais reprendre du pouvoir sur elles. Ouais. Et on a déjà quelques personnes qui ont arrêté d'entendre des voix. Elles ont pris le dessus sur ces voix-là. Et une fois que Parce que le problème, c'est pas les voix. Les voix, c'est la façon dont le problème se personnifie face à eux. Le problème, il est ailleurs. Si on peut traverser ce mur-là, là, les gens peuvent régler ce qui fait problème dans leur vie et qui amène les voix. Là, je simplifie énormément parce que c'est pas moi qui l'anime, cet atelier-là. Puis c'est un long processus. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, aussi un collaborateur de l'émission, qui me disait, souvent, c'est lui, dans son cas, il entendait des choses, puis on lui avait conseillé, vérifie tout de suite si ce que tu as entendu, c'est bien ça. Voilà. Puis ça l'aidait à être plus calme, justement, à pas commencer à paranoïer, de dire, y a-tu quelqu'un qui a dit quelque chose sur moi, ou dans son cas, c'était ça, lui, son truc, puis ça marchait. Et imagine, dans un cas comme ça, quelle est la place que tu peux prendre dans la société si tout est agressant, tout est agressif, et ce que tu entends est hautement crédible, parce que ça a l'air tellement réel. Alors, ça empêche les gens de vivre. Ça empêche quelqu'un d'étudier, de faire quoi que ce soit, d'être en société avec ses chums. Donc là, au moins, ils ont la capacité, ils reprennent du pouvoir sur leur vie pour le faire. Jean-Nicolas, il y a à peu près 10 ans, on le disait, on s'est rencontrés ici, tu venais représenter Camé. En réécoutant l'entrevue, je me disais, bon, c'est une entrevue qui pourrait presque repasser dans le sens où il y a beaucoup de problématiques, des enjeux qui demeurent. Qu'est-ce qui seraient les changements depuis 10 ans, d'après toi, de ton observation du monde de la santé mentale? Comment ça a évolué? Ou quelle sorte de portrait tu ferais actuellement par rapport à il y a 10 ans? Il y a encore eu un changement de paradigme. Alors, chaque fois qu'on se voit, Yvan, il y a quelqu'un qui change de paradigme en santé mentale. Dans 10 ans, ça va être la même chose. On va s'en revoir dans 10 ans. Mais tu vois, à la fin, en 89, politique de santé mentale, la personne est au centre des préoccupations parce que le réseau était sa propre préoccupation, le réseau de la santé.
En 98 et par après, le changement d'idée majeure, de paradigme, c'était l'empowerment, que la personne réapproprie du pouvoir qu'elle a perdu sur sa vie ou qu'elle en prenne. Aujourd'hui, on est rendu vers la citoyenneté. Alors là, on sort de l'univers strictement de mon problème de santé mentale, comment je le vis, comment qu'on m'aide à le vivre, et qui m'accompagne comment. Mais c'est quoi ma place dans la société? Est-ce que je peux jouer un rôle dans ma communauté? Et d'être là comme tout le monde. Alors, on va vers les mots que tu disais tantôt, normal et anormal. On est peut-être original, mais on est là comme tout le monde, on est des citoyens. Donc, on est rendu là. Alors, bon, on est rendu qu'on en parle, ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais écoute, c'est quand même un grand pas qui a été fait là, en 10 ans. Là. Il y a une maturité qui, en tant que société, puis en tant que groupe, puis en tant qu'intervenant, puis tous les gens qui sont impliqués au niveau de la santé mentale, il y a peut-être, moi je sens en tout cas une maturité, je ne sais pas si c'est un peu ta perception. Certainement, mais je pense aussi que des gens, quand on pense à Julie, comme ce qu'elle vivait il y a 10 ans, où elle est rendue aujourd'hui, elle anime un atelier pour aider les autres à avancer. Je pense qu'on a fait nos preuves. Exactement. Aussi. Il y a un bout qui était à nous, je pense qu'on le fait. Là, il y a un bout où on interpelle la société. On a notre place. Et c'est pas la vôtre, c'est pas celle d'un autre, c'est la nôtre. Puis on a un rôle à jouer. Et vous jouez le vôtre, mais nous, on a un rôle à jouer, une contribution à apporter. Oui. Julie, justement, comment on peut faire les gens? Est-ce que d'abord, c'est juste des gens de la région de Montréal-Nord qui peuvent aller à vos services ou s'il y a des gens un petit peu partout? Il y a du monde un peu partout à Montréal. Il y en a aussi de Laval. Oui. Donc, ils peuvent comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils doivent vous appeler? Est-ce qu'ils sont référés? Est-ce que vous acceptez des nouvelles personnes? Parce que vous avez quand même un bassin de gens, des membres. Oui, on accepte des nouvelles personnes. Ils peuvent appeler ou se présenter au centre directement. Oui. Et vous êtes ouvert 5 jours semaine? Oui, c'est ça, de 1h à 10h. D'accord. Et on pourrait peut-être mentionner les coordonnées aussi, que ce soit téléphone, site web, pour les gens qui veulent en savoir plus. Le numéro de téléphone, c'est le 514-327-3035. Oui, donc 514-327-3035, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a un site web pour s'informer? Il y a un site web, alors dans le www. Alors c'est camé.ca, pas d'accent, tout en minuscule. C-A-M comme maman. ee.ca. Oui, bien c'est excellent. C'est vraiment intéressant de vous avoir reçu 10 ans plus tard. Dans le cas de Jean-Nicolas, c'est intéressant c'est une première, je pense, pour Julie à notre micro. Donc, bonne continuité, puis bonne continuité de travail. Je pense que ça prend des gens comme ça dans la société, surtout dans le domaine de la santé mentale. Je pense qu'on en a besoin. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Bien, merci de nous avoir reçus. Et bon, ben Julie, mets ça dans ton agenda. Dans 10 ans, on revient. On prend ça. Je reviendrai dans 10 ans. Oui, merci beaucoup, Julie Rivard et Jean-Nicolas Auboilette, donc d'avoir été des nôtres. Merci. À bientôt. Ta nouvelle flamme des
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici rendus au bloc Espresso allongé. Rebonjour Pierre. Salut Yvan. Rebonjour Ghislain. Rebonjour. Alors Pierre, tu poursuis sur la thématique que tu as abordée plus tôt dans l'émission. L'égoïsme, c'est bon, mangez-en. Oui, je poursuis avec cette, on pourrait appeler ça une nouvelle ou un blog écrit par une dame qui utilise le nom de plume, on pourrait dire, de pestouille. C'est un peu l'équivalent en français de chronique d'une mère indigne, que c'est une femme, on dit, qui est mère, elle dit qu'il montre son imperfection. Si tu veux. C'est une Française qui a deux enfants, 2 garçons, je pense, dont un des 2 est dysfonctionnel, apparemment dyslexique, et elle appelle ça la 10, D-Y-S. Ouais. Alors, il remet un peu la perception qu'on peut avoir de l'égoïsme. Dans le fond, il peut avoir une bonne façon, entre guillemets, d'être égoïste. Oui, parce qu'elle passe auprès de ses amis pour une égoïste et elle-même se prétend un peu égoïste, mais en lisant son histoire, moi, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas si égoïste que ça, au fond. Mais en tout cas, je poursuis. Alors, elle dit, « Je dis souvent que mon fils n'est que 10 et je m'estime heureuse parce qu'au final, la 10 ne l'empêchera pas de faire sa vie. » Parce que j'ai vu ma grand-mère gérer et s'inquiéter du lendemain pour son fils, quand sa petite-fille était déjà devenue mère. Et si je suis si réaliste, justement, c'est parce que je l'ai regardée, elle. Je ne l'ai quasiment pas connue pendant mon enfance à cause d'une histoire de famille pourrie. Je l'ai revue après des années d'absence quand j'avais 13 ans. Elle était à l'hôpital, une opération du cœur, sa 3e. À partir de ce jour, je l'ai regardée et écoutée. Et j'ai entendu ce cœur malade me dire tout ce qu'elle avait enduré, tout ce fardeau, cette douleur, cette peur quotidienne. Et pourtant, jamais elle n'avait lâché. Elle avait eu des moments de découragement, des ras-le-bol, des colères aussi. Mais elle disait aussi que finalement, le seul fils qui ne l'avait jamais déçu, c'était lui. Il avait été constant dans son handicap, régulier dans sa différence. Et elle avait su dès le départ que ça serait difficile. Alors elle n'était pas déçue. Elle me disait, si tu t'attends à vivre des miracles, la vie se chargera de te faire revenir sur terre. Mais si tu t'en tiens à ce que les gens attendent de toi, tu ne vivras jamais rien. À toi de trouver le juste milieu. Alors aujourd'hui, quand on m'a dit que j'étais trop sévère avec Troll 1 et égoïste, j'ai repensé à ce mail que j'avais reçu un jour et auquel je n'ai pas encore répondu. Un email qui disait que j'étais négative, injuste, etc., quand je parlais de mon troll, et bien d'autres choses encore. Je ne sais pas si l'auteur passe encore par là ou s'il s'était simplement égaré, mais je répondrai sûrement. Aujourd'hui, mon égoïsme était pointé du doigt parce que j'ai osé dire que toutes ces histoires me fatiguaient et que je faisais grève de 10 jusqu'en septembre prochain. J'ai aussi osé dire s'il doit redoubler, il redoublera, ça ne va pas le tuer. Et puis dans la vie, on n'a rien sans rien. Il n'avait que se bouger les fesses. Alors je suis trop sévère avec ce pauvre enfant. Et je suis pessimiste et blasé aussi parce que j'ai dit « Arrêtez de croire qu'il va guérir. Il n'est pas malade, il n'est que 10 orthographique. Il le sera toute sa vie. Et dans les 10, ça va. Il n'a pas tiré la carte la plus handicapante non plus. » Et aussi un peu parce que j'ai fait remarquer à une mère que 10 ou pas, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Si mon troll a eu un mot dans son carnet parce qu'il ne sait pas se fermer la bouche, ce n'est pas parce qu'il est 10, donc plus fatigué avec la chaleur et la fin de semaine et toute l'énergie qu'il dépense à cause de la 10, mais simplement parce que c'est un bavard qui a tenté sa chance et a perdu au grand jeu. Si le prof t'entend, t'es mort. Eh bien, égoïste ou pas, je m'en fiche. On est au mois de juin, alors ça ne changera pas grand-chose. Je fais grève de 10 si je veux. Du coup, quand le troll a dit que son prof leur avait demandé d'aller au centre-ville ce week-end pour la fête du livre et de la littérature, j'ai répondu « Génial, je t'accompagne. Toi, tu fais ton boulot et moi, je vais m'acheter des bouquins. Mais moralement, je suis à fond avec toi. Je crois que je vais même pousser l'égoïsme jusqu'à la terrasse d'un café. » Alors, ça complète.
Alors, moi, en tout cas, mon impression, c'est qu'elle n'est pas si égoïste que ça. Elle pense à elle de temps en temps. Ouais. Elle utilise un langage qui est hors du commun là, avec un jeune qui est handicapé. Ça paraît un peu dur, mais moi, je pense que... Dans le fond, elle essaie de se ménager aussi. Elle essaie de se dire, écoute, il faut qu'elle se garde du temps pour des choses bien pour elle aussi. Ouais. Parce que c'est... Ben ça, c'est... La dyslexie, c'est pas très difficile. C'est sûr que c'est pas le fun pour un enfant, mais c'est pas un enfant qui est déficient intellectuel. C'est pas quelqu'un qui a des problèmes. Non, mais peut-être que majeurs. quand même, ça peut devenir quand même un lourd fardeau. C'est quand même demandant au niveau de l'école. Au niveau scolaire, c'est plus difficile parce que quand tu as de la difficulté à la compréhension, à la lecture, c'est un peu normal. Ouais. Moi, je connais pas le système français, je connais pas le système d'orthophoniste et d'orthopédiste pour les aider. Moi, je connais pas ça. Est-ce que tu as un dernier commentaire, Pierre, avant de moi, je te rejoins. En gros, est-ce que tu crois qu'effectivement, l'égoïsme peut être autre chose qu'un vilain défaut? En fait, il faut faire attention avec les mots. Est-ce que c'est vraiment de l'égoïsme quand on pense à soi de temps en temps? C'est ça. Ça peut être interprété de plusieurs façons. Non, mais des fois, c'est qu'on dit souvent aux parents de s'oublier complètement, tout ça. Fait que je trouve que c'est dangereux, ça. Oui, effectivement. Parce que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui est parfait, premièrement. Puis c'est un peu normal, ça te protège aussi. Bien, merci beaucoup, Ghislain. Merci, Pierre, pour ce beau sujet. On continue en chanson à l'émission Folie douce. Demeurez des nôtres. 0 presque. Les tambours dans le sang, les îles ou Bornéo dans la tête, des tissus rouges argent pendus à tes fenêtres, des coquillages blancs cousus sur le bord de tes rêves. T'es déjà presque en route, t'as senti tout le poivre du vent, des envies de danser à Beyrouth et puis la mer en Chine, les sables du Soudan. Et tout ce rodéo dans la tête, les vents mauvais, le cœur défait, du brouillard sur la fenêtre et les brumes tombées sur un été glacé. Les hommes ne font que paraître, déjà sur la route et moi je fais l'autre versant. Tu peux larguer la peur et les doutes, je sais ce qui t'attend, 40 ans, les compteurs à 0 presque. La maison plantée sous le vent, les îles ou Bornéo dans la tête. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo,
En manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. Presque la fin de cette émission de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo. Alors, Ghislain, la nomenclature des chansons est habituée maintenant. C'est plus, ça fait partie de notre ADN. C'est comme les taxes et la mort, c'est devenu une tradition. Oui, on va faire ça, la nomenclature et votre choix musical, donc à Pierre et à toi. On écoutait en début d'émission cette semaine « Je ne peux plus te chasser de mon cœur ». Oui, de Isabeau et les chercheurs d'or. Oui, on écoutait « C'est de l'amour » ou « C'est comme ». Oui, de Lindsay de la Rochelière. C'est Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Oui, en deuxième demi, on a eu l'occasion d'entendre « 1000 querelles ». De Élie Pépion. Et on écoutait à l'instant 18 ans de Thierry Audiamont. C'est un artiste français que je connaissais pas. En fait, je l'ai noté. Le titre est tellement court que j'ai nommé l'artiste. C'est bien correct. C'est beau, mais c'est intéressant. C'est un beau choix musical. Merci, Ghislain, de votre choix bon, musical merci. À toi et à Pierre. Merci C'est toujours beaucoup. intéressant. Toujours la recherche beaucoup aussi pour trouver des chansons, souvent d'ici, mais des chansons. C'est toujours bon d'avoir des commentaires des auditeurs sur les chansons. Merci, Pierre, pour les blocs Espresso et Espresso allongé, Bienvenue. où c'était le sujet « L'égoïsme, c'est bon, mangez-en ». C'est une façon de voir les choses. Donc, c'était intéressant quand même sa vision des choses. Merci beaucoup. Merci pour la mise en onde. Je remercie nos invités. En début d'émission, on a eu Jean Gagné qui nous a été amené à l'émission par Marie Toutan. Il nous a parlé d'une formation en santé mentale pour les proches aidants. On a eu en deuxième demi donc Jean-Nicolas Ouellette et Julie Rivard de la ressource Camé. Alors, c'est ce qui complète notre émission cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop